Bonjour, bienvenue aux 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Dans quelques minutes, le Conseil constitutionnel, au-delà des nominations, mais tout de suite, les brèves. 1. Protocole sanitaire en matière d'élection. Élections pour lesquelles, texte après texte, les choses s'affinent, par exemple pour les parrainages au titre des élus représentant les Français de l'étranger. Et une précision du Conseil d'État sur qui peut faire appel, après une première instance, en contentieux électoral. La réponse n'est pas si simple que cela. Intercommunalité maintenant, bah oui, un pacte financier et fiscal est en soi un acte attaquable et la CADO nous dit ce qu'est le contrôle du juge. Et on a une mise à jour des chiffres et des cartes en matière d'intercommunalité. La CA de Lyon, elle, nous dit ce qui doit être considéré comme étant la partie perdante devant au besoin de payer donc des frais contentieux et des frais irrépétibles en matière de contentieux de l'urbanisme quand il y a une annulation partielle et régularisable. Et puis, on apprend que le préfet peut, en matière de plan, programme, notamment de carte communale, bien statuer sur le besoin de faire ou pas une évaluation environnementale, puis donner un avis, mais c'est pas pour autant illégal, puisque ce n'est pas lui qui a élaboré ce plan ou ce programme. En matière d'urbanisme et d'environnement, décision importante aussi du Conseil d'État, confirmant qu'il y a bien une séparation, une indépendance de législation entre l'urbanisme et l'environnement, ça on le savait, en réalité, mais surtout donnant une interprétation extrêmement restrictive des installations devant ou non respecter les engagements de décarbonation de la France. Et puis, en matière de déchets, le Conseil constitutionnel a supprimé une obligation de réception en installation de stockage de déchets non dangereux, de déchets ultimes produits par des filières industrielles, mais alors ça pose plein de problèmes derrière, notamment tarifaires. En matière de commande publique, le Conseil d'État donne un mandat d'emploi sévère sur ce que doivent être les obligations des entreprises, mais aussi des maîtres d'ouvrage, en matière de contrôle des salariés détachés. Et le Conseil d'État, toujours lui, a continué, jurisprudence après jurisprudence, à étendre les censures des marchés qui n'ont pas de plafond en matière d'accord cadre. Donc on a eu une décision déjà qu'on a vue ensemble la semaine dernière, on en a maintenant deux nouvelles. Et puis le Conseil d'État a censuré le fait que plein de tribunaux administratifs avaient accepté des recours en référé pour que des assistants maîtrise d'ouvrage un peu trop copains avec certains soumissionnaires ne se voient pas attribuer les offres faites parce que sinon il y avait des risques de fuite ou d'atteinte à l'impartialité. Eh bien, le Conseil d'État a estimé que non, ces gens-là, ces AMO, ils ont tous des engagements de grande neutralité, donc on va supposer qu'on leur fait confiance, ce qui est à tout le moins d'une confondante et désarmante au sens propre du terme naïveté. Bon, les comptables publics ont depuis toujours une grande difficulté, et c'est difficile, à faire la frontière entre ce qui relève du contrôle de régularité, qui est le leur, et du contrôle de légalité, qui ne leur incombe pas. Eh bien, sur des contrôles de dépenses, la Cour des comptes avait censuré des comptables, le Conseil d'État vient de censurer la Cour des comptes qui avait censuré les comptables, en rappelant que non, c'est bien un contrôle de régularité qu'ont à faire les comptables. Ils n'avaient pas l'obligation d'aller vérifier, par exemple, la conformité de certaines dépenses avec la légalité des engagements de la structure publique en question. Important donc. Quelques nouvelles en matière scolaire sur le fait que si j'ai un enfant qui, dans la semaine, chez un de ses deux parents, divorcé, c'est là qu'il y aura par défaut une inscription scolaire, et sur le fait que l'instruction dans la famille, tour de vis, après la loi Blanquer et la loi séparatisme, maintenant on a deux décrets qui confirment les tours de vis. Décision intéressante aussi sur l'EHPAD public qui n'aura que assez rarement donc un assujettissement à la TVA. Le défenseur des droits qui, 3 ans après un premier rapport, continue de s'inquiéter sur les droits des usagers en ces temps de dématérialisation de services publics, notamment pour des raisons d'électronisme. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, Conseil constitutionnel, au-delà des nominations. Bah oui, il y a eu des torrents de commentaires avec leurs lourds sédiments parfois de bêtises qui ont surgi des colonnes de journaux et des flux des réseaux sociaux
depuis que l'on sait que 3 personnes ont été pressenties pour siéger au Conseil constitutionnel. Sur proposition du président de l'Assemblée nationale, c'est la magistrate Madame Véronique Malbec. Sur proposition de Monsieur Gérard Larcher, c'est le Conseil d'État Monsieur François Senners. Et sur proposition de Monsieur Macron, président de la République, c'est la ministre Jacqueline Gourault. Très bien. Et ces personnes, pour 9 ans, vont donc, sous réserve de quelques formalités, remplacer 3 membres partants. Bon, ça a donné lieu à pas mal de polémiques. Décortiquons tout ceci ensemble. Avec vous, Denis et Didier, bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Et merci d'être avec nous. Denis, vous constatez un vieillissement. 7 conseillers sur 9 vont avoir 70 ans et plus au cours de l'année 2022. Donc c'est quand même un conseil âgé. Voilà, donc nous ne sommes pas dans l'époque où effectivement on amenait au Conseil constitutionnel des membres plus jeunes et plus avertis du progrès, du réformisme, etc. Ceci ne veut pas dire naturellement que les gens qui ont 70 ans et plus ne sont pas des réformistes pour autant. Et vous constatez aussi une augmentation de la proportion des politiques dans le Conseil. C'est affolant. Sur 9 conseillers, il y en a 8. Donc c'est quand même, et quand je dis des politiques, c'est-à-dire des élus, des gens qui sont passés par les cabinets ministériels ou des cabinets même de présidence d'Assemblée ou du Sénat. Par conséquent, il y a une dominante déjà au niveau sociologique qui est celle du politique. Là, c'est un retour un peu au Conseil constitutionnel des premières années où il y avait une prépondérance effectivement des élus ou en tout cas des figures de partis politiques. Là, c'est pas le cas des figures de partis politiques, ce sont des fonctions. Je n'ai pas cherché à savoir si il y avait sur 8 tant de droite, tant de gauche. Le problème n'est pas là. Il y a manifestement une dominante. Bon, et le deuxième élément, c'est le constat en tout cas, est que la haute fonction publique a pris le monopole en quelque sorte du Conseil constitutionnel, et de ce côté-là nous sommes avec une répartition en gros c'est pas en gros, c'est exactement de 6 hauts fonctionnaires sur 9 membres du Conseil. Les 3 autres sont 2 avocats et un professeur d'enseignement secondaire tout récemment nommé, puisqu'il s'agit de Jacqueline Gourault, exactement. Prédominance de la haute fonction publique, et dans cette haute fonction publique, la pesanteur, en quelque sorte, avec tout le respect que nous devons aux membres du Conseil d'État, mais en tout état de cause, une très nette majorité aujourd'hui, et je dirais même une omniprésence dans la mesure où il n'y a pas de membres de la Cour de cassation ou membres de la Cour des comptes. Donc il y a effectivement une présence très forte des membres du Conseil d'État. Et quelle est votre position, Didier, par rapport aux solutions alternatives souvent évoquées concernant la composition du Conseil? On a imaginé en 1958 effectivement ce mode de nomination qui est assez simple. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nommant chacun tous les 3 ans un membre. Alors ce système n'a pas posé de difficultés pendant, disons, 15 ou 20 ans, et puis au fur et à mesure que le rôle du Conseil constitutionnel s'est développé, notamment à partir de 1974, et encore plus évidemment avec la QPC depuis 10 ans, bon, il y a de bons esprits qui remettent en cause le système en disant il est trop politique. Alors en réalité, moi je me suis beaucoup posé la question. J'ai regardé ce qui se passait à l'étranger, j'ai été membre de 2 cours constitutionnelles où les dénominations étaient intuitu personnées, l'une en Bosnie-Herzégovine, l'autre en Andorre, et j'ai pas eu du tout de commission de criblage d'aucune sorte. La réponse est difficile. C'est très tentant de dire il faudrait qu'il y ait un vivier en réalité de nomination et qu'il y ait un système de contrôle éventuellement avec des majorités qualifiées. L'expérience montre que ça marche pas aussi bien que ça. Et je vais vous citer 2-3 exemples. Un jour, un de mes collègues allemands me dit Monsieur Untel du tribunal constitutionnel est décédé. Bon, paix à son âme. Et je lui dis par qui va-t-il être remplacé? Ah ben il me dit on attend que le Parti social-démocrate désigne son candidat.
puisque certes, automatiquement, il aura la majorité des 2/3, mais puisque les libéraux et la CDU votent pour les socialistes et vice-versa. Bon. Donc, est-ce que c'est un bon système? C'est l'état-major du Parti socialiste qui, en réalité, désigne le membre de la Cour constitutionnelle. Ce qui fait qu'on peut étiqueter tous les membres du tribunal fédéral allemand. J'ai vécu en Andorre une situation pas tout à fait la même, mais qui ressemblait. 2 des membres du tribunal, nous étions 4, sont nommés par le Parlement andorran à la majorité des 2/3. Eh bien, il nous est arrivé au moins 2 fois de rester pendant plus de 6 mois à 3 et non pas 4, parce que il manquait toujours une voix pour compléter le quorum nécessaire. Si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne il y a un peu plus de 10 ans, l'opposition espérait gagner les élections législatives de l'année suivante et donc a bloqué complètement le processus de nomination des membres du tribunal constitutionnel pendant plus d'1 an. Ce qui fait qu'eux sont restés en fonction, y compris la présidente. Elle a fait du rab, tant mieux pour elle. Mais est-ce que c'est mieux que notre système à nous? Alors j'avoue que je n'en suis pas convaincu. Le système français a au moins un avantage, c'est qu'il est rapide. Et il ne donne pas lieu, au moins officiellement, à des négociations entre groupes d'intérêt, groupes corporatistes ou formations politiques. Bon, il y a obligatoirement des discussions et des négociations, parce que on le voit dans toutes les opérations, toutes les nominations qui ont eu lieu, mais c'est pas un prêté pour un rendu. On discute sur un équilibre. Et quelquefois, il arrive que sur les 3 autorités de nomination, il y en a une, en général le président du Sénat, qui refuse d'entrer en réalité dans une discussion avec les 2 autres. Même si on leur dit, il faudrait qu'on fasse un équilibre, par exemple, homme-femme, il dit non, moi je nomme qui je veux. Donc, est-ce que, en fin de compte, ce système français, très curieux, a donné de bons ou de mauvais résultats? C'est la carafe à moitié pleine, à moitié vide. Il a donné d'assez bons résultats dans l'ensemble, même quand il y avait des non-juristes. Est-ce que on peut faire mieux? Peut-être, mais je suis très réservé sur l'idée qu'il faudrait mettre un dosage, 1 ou 2 profs de droit, ou 2 membres du Conseil d'État, ou 2 membres du Conseil constitutionnel. Je crois que les qualités individuelles sont supérieures au rattachement apparent. Et il y a, en plus, une fois qu'on est nommé, ce que le doyen Vedel et ensuite le président Badinter appelaient le devoir d'ingratitude. Alors, certains ont du mal à comprendre ce que c'est. Mais je crois que c'est fondamental pour un juge, et surtout à ce niveau. Il y a des nominations que je critique, je ne dirais pas qui c'est, mais un jour, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, un membre du Conseil constitutionnel qui avait été haut fonctionnaire. Je le vois et je lui dis, je trouve que vos décisions en matière fiscale ne sont pas très audacieuses. Vous êtes audacieux en matière de procédure, mais pas en matière de règles de fond. Et il m'a dit, nous ne sommes pas là pour alourdir les charges de l'État. Ce qui est un réflexe plus, j'allais dire, de gardien des deniers publics que de la liberté des citoyens. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Comment voulez-vous faire? Oui, mais ça pose aussi un problème, parce que vu l'augmentation notamment des QPC, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter le nombre de membres du Conseil, voire faire des chambres? Écoutez, très honnêtement, ils ne sont pas encore surchargés. J'allais dire, le rythme des décisions est raisonnable. Parce que en ce moment, ils ont beaucoup de travail parce qu'il y a l'élection présidentielle. Mais du coup, pendant 3 ou 4 mois, il ne va pas y avoir de loi déférée en procédure de contrôle de constitutionnalité puisque le Parlement va s'arrêter à la fin de la semaine prochaine. Non, je crois qu'il faut pas. 9, c'est pas mal. C'est 3 fois 3, ça colle bien au point de vue division. Il faut en tout cas un nombre impair. Sauf à donner une voix prépondérante à quelqu'un systématiquement. Donc moi je pense pas que ça soit... Regardez le cas allemand, ils sont beaucoup plus nombreux, mais ils sont divisés en 2 chambres. Et il y a la jurisprudence, comme on dit, du Sénat 1 et la jurisprudence du Sénat 2, et elles peuvent ne pas être exactement les mêmes. Ce qui n'est pas bon, il faut qu'il y ait une unité de jurisprudence dans une juridiction, surtout une juridiction de ce type. Vous, Denis, vous n'y êtes pas opposé, mais vous estimez qu'en l'état c'est improbable? Bien sûr, une bonne chose, 9 conseillers pour une institution aussi importante, en tout cas pour un travail aussi important, parce qu'il y a les QPC aujourd'hui dans l'œuvre d'art, si je puis dire, du Conseil constitutionnel, et on pourrait augmenter le nombre
de conseillers. Combien? Est-ce qu'il faut en rajouter 3 de plus? Ça, bon, ça nécessiterait une réforme constitutionnelle importante. Elle n'est pas près d'arriver, parce que il faudrait une modification de la Constitution qui, de fait, ne serait pas par voie référendaire. Les Français n'ont rien à faire de cette affaire au niveau d'une consultation populaire. Et donc, il faudrait passer par le Congrès. Et là, on est loin de la majorité des 13/5 avec la majorité, effectivement, actuelle au Sénat et peut-être encore future en 2023. Bon, donc, on peut toujours rêver d'augmenter. Ça risque pas d'arriver maintenant. Ne faut-il pas augmenter du coup la force du criblage qui est très léger en France devant les assemblées parlementaires comme ça se fait aux États-Unis? Ou est-ce que, ce qui serait plutôt mon point de vue, est-ce que ça ne serait pas une atteinte à la séparation des pouvoirs, au moins pour les nominations de l'exécutif? Ça pose des problèmes de séparation des pouvoirs parce que moi je trouve ça quand même assez étonnant qu'on soumette aux assemblées parlementaires, à leur commission, non seulement pour le Conseil constitutionnel, mais pour une quantité d'autres fonctions, des choix faits par le président de la République. C'est-à-dire que la Commission a le droit de remettre en cause et de contrôler l'action du président de la République. Est-ce qu'il faudrait que ça soit plus sérieux? Oui, parce que c'est pas en une heure qu'on peut apprécier quelqu'un. Est-ce que ça pourrait aboutir à des non-confirmations? C'est arrivé, non pas pour le Conseil constitutionnel, mais pour d'autres instances. Bon, et puis on cite quelquefois le cas d'un membre qui a été entendu, mais à une époque où c'était pas encore obligatoire, il est mort depuis, dont on dit il n'a pas vraiment bien appris sa leçon. Autre réforme souvent évoquée, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des diplômes en droit? Non, je veux pas faire du diplôme un curseur en quelque sorte ou un indicateur pour accéder à ce type d'institution. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir si le Conseil constitutionnel répond de ce côté-là à une évolution de la société. Nous avons vu des périodes, vous posiez la question tout à l'heure, des périodes où il y avait effectivement beaucoup de politique. Ça répondait à un besoin, en quelque sorte, de mainmise de l'exécutif et du législatif, qui était généralement monocolore, en dehors des périodes de cohabitation, bien sûr, et qui voulait avoir la main sur le contrôle de constitutionnalité en même temps, donc du Conseil constitutionnel. Il s'avère qu'il y a eu une évolution, et une évolution récente. Mais en revanche, là, on a changé de braquet, on est un peu revenu en arrière. Quelle était cette évolution? Cette évolution était de faire, en quelque sorte, moitié, sur 9 membres, c'est difficile de trouver la moitié, bien sûr, la moitié de politique, la moitié de société civile, en quelque sorte, ou en tout cas de profession, d'origine professionnelle, autre que celle de la haute fonction publique ou des juristes proprement dit, des professeurs notamment d'université. J'ai l'impression, après ces nominations-là, que le Conseil est en train de se chercher, en quelque sorte. Il faut qu'il trouve la solution le plus rapidement possible. Sinon, le Conseil constitutionnel, précisément, risque de devenir le Conseil économique et social, environnemental, c'est-à-dire, enfin, ancienne formule, c'est-à-dire là où on nommait des personnes qualifiées. Et si c'est un refuge, si le Conseil constitutionnel devient un refuge pour abriter des ministres ou ce qu'on a vu depuis quand même 3 ans et qui s'est de nouveau confirmé, ces personnes sont très légitimes, elles sont très valables bien évidemment, mais il faut veiller à ce que ce ne soit pas précisément une bergerie. Il ne faut pas que le Conseil constitutionnel devienne une bergerie. C'est pas la question du diplôme en soi, c'est de quel univers vient-on? J'avais noté que dans l'histoire du Conseil constitutionnel, au niveau sociologique, il n'y avait eu jusqu'à présent qu'un seul polytechnicien, en dehors, je dis bien, de Valéry Giscard d'Estaing, qui était lui membre de droit, et membre de droit, mais voulant siéger au Conseil. Je pense, et un professeur de médecine dans toute l'histoire, à un moment où il y a eu cette affaire de pandémie, il aurait été bon d'avoir, je pense, des profils un peu différents, et je pense que l'avenir de ce côté-là va permettre d'ouvrir un peu plus le Conseil constitutionnel à la société moderne. Et Denis, vous avez constaté une petite baisse de la parité dans cette nouvelle composition. Ça laisse peut-être l'opportunité, pour répondre exactement à votre question, que dans 3 ans, en 2025,
le président de la République, par exemple, nomme comme président, puisqu'il faudra un successeur à Laurent Fabius, et ce serait peut-être une bonne chose, une femme à la tête du Conseil constitutionnel. Didier, vous, je crois que c'est surtout, plus que des questions de composition, une amélioration d'un certain nombre de procédures que vous appelez de vos voeux. Il y a eu des progrès, c'est évident, et notamment grâce à la QPC, puisque la QPC s'inscrit dans un procès, avant et après, et qu'il faut respecter le contradictoire et le procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Par exemple, pour le contrôle de constitutionnalité, les décisions d'essai, je pense que le Conseil pourrait publier sur son site, dès qu'il les reçoit, les saisines qui lui sont adressées par les parlementaires, parce qu'il admet des contributions extérieures. Mais les contributions extérieures, elles n'ont d'intérêt que par rapport aux arguments avancés dans les saisines. Donc il faut chercher les saisines auprès des auteurs des saisines, et on ne les obtient pas toujours facilement, et notamment quand on est pressé. Donc je pense qu'on pourrait aller dans ce sens. Et dans le même esprit, mais en QPC, je pense qu'on pourrait admettre les contributions extérieures en matière de QPC, alors qu'actuellement elles ne sont pas admises. On admet les interventions, mais il peut très bien y avoir quelqu'un qui n'est pas intervenant, qui n'a pas d'intérêt à intervenir et qui a envie de dire quelque chose. Et en plus, en matière de QPC, on a plus de temps. Bon, le délai normal est entre 2 mois et demi et 3 mois, donc l'argument selon lequel il faut aller vite n'a pas de prise. On pourrait dire, voilà, on reçoit une QPC et vous avez 6 semaines pour faire parvenir une opinion extérieure. Ça me paraît pas absurde. Bon. Est-ce que ça va se faire? J'en sais rien, mais j'attends un petit peu les événements à venir pour relancer l'idée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup à vous, Eric. Au revoir et merci, Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 5 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.